bienvenue dans Du Livre au Film, l'émission qui vous montre que la plupart du temps, lorsque vous regardez un film, en réalité, vous lisez un livre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il a baigné mon enfance littéraire autant en bien qu'en mal, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. J'ai nommé Roald Dahl. Et notamment, nous allons parler de James et la grosse pêche, édité en 1961. Roald Dahl est à mon sens le meilleur auteur jeunesse qui n'ait jamais existé. Selon lui, je cite, « Un bon livre pour enfants fait beaucoup plus que distraire. Il enseigne à l'enfant la façon d'utiliser les mots, la joie de jouer avec la langue. Si mes livres peuvent aider les enfants à devenir lecteurs, alors je sens que j'ai mené à bien quelque chose d'important. » Ça en jette, non ? Beaucoup de ses œuvres ont été adaptées au cinéma. Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, Sacrée sorcière et bien évidemment James et la grosse pêche, adapté en 1997 par Henry Selick. Ses œuvres majeures sont Coraline en 2009 et L'étrange Noël de Monsieur Jack en 1993. Et oui, Tim Burton n'est que producteur, scénariste et directeur artistique de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui en soi est déjà pas mal. Roald Dahl nous raconte l'histoire de James Henry Trotter, dont les parents ont été tués par un rhinocéros échappé du zoo de Londres. Moi je suis James, je me demande tout... Wow! Stop! Stop! Pas de chanson. Pas de chanson. En l'espace de 35 secondes, son destin va basculer et il va être obligé de vivre avec ses deux affreuses tantes, Piquette et Éponge, qui vont faire de sa vie un enfer. Dans les œuvres de Roald Dahl, beaucoup de ces personnages ont une situation de famille compliquée. Charlie est pauvre, Mathilda vit dans une famille de beaufs, et le héros de Sacrée sorcière a perdu ses parents dans un accident de voiture. Dans le film, le narrateur ne précise pas d'où vient le rhinocéros qui tue les parents de James. Il indique juste que ses parents ont été dévorés par le rhinocéros en 35 secondes. Sérieusement, comment un rhinocéros peut dévorer deux personnes en 35 secondes seulement ? Après une énième journée affreuse passée auprès de ses tantes, James va rencontrer un étrange monsieur qui va lui offrir des langues de crocodile qui ont la propriété d'être magiques s'il les mange. Selon lui, elles lui permettraient de réaliser ses rêves. Rêves qui ne sont développés que dans le film puisqu'on apprend que James voudrait partir vivre à New York. Mais malheureusement, James va faire tomber ces langues qui vont s'éparpiller partout et l'une d'elles va atterrir dans une pêche, la faisant grossir de manière démesurée sous les yeux de ses deux tantes qui vont profiter de l'aubaine pour en faire une attraction payante afin d'en tirer profit. Un soir, alors que ses affreuses tantes lui demandent d'aller nettoyer derrière les visiteurs, il va se rendre compte qu'il y a un énorme trou sous la pêche et va s'y engouffrer. À l'intérieur, il va rencontrer des insectes géants qui ont également été modifiés grâce aux langues éparpillées plus tôt. Il va rencontrer un grillon, une araignée, une coccinelle, un ver de terre, une luciole et un ver à soie. Personnage qui sera supprimé dans le film. Ensemble, ils vont décider de fuir les affreuses tantes. Après avoir coupé la tige, la pêche va dégringoler la pente pour atterrir dans l'eau quelques mètres plus bas. Sur son passage, elle va écraser les deux affreuses tantes qui ne réapparaîtront pas de tout le livre. En revanche, dans le film, elles poursuivront James et ses amis jusqu'à leur destination finale, New York. Dans l'eau, des requins vont attaquer la pêche et nos amis vont s'en sortir tant bien que mal grâce à l'ingéniosité de James, puisqu'il va attacher la pêche à des mouettes qui passaient au-dessus d'eux grâce au fil de l'araignée. C'est ici, dans le livre, que le ver à soie est mis à contribution pour renforcer le fil de l'araignée. Ils vont alors poursuivre leur voyage et profiter d'un moment d'accalmie pour faire connaissance. Le grillon va jouer de la musique. James, James, te voilà, quel éblouissant matin. Oh, j'ai dit quoi ? Pas de chanson ! Et
c'est en dansant que le mille-pattes va glisser et tomber dans l'eau. James va alors plonger pour le secourir. Dans le film, le mille-pattes plonge volontairement dans l'eau suite à une erreur de navigation qu'il a commise afin de récupérer une boussole dans un bateau pirate qui leur permettrait de retrouver le droit chemin. James et l'araignée plongent alors pour lui prêter main forte et le ramener. Ils remontent alors avec la boussole et se remettent en chemin vers New York. C'est dans cet extrait que Henry Selick va faire un clin d'œil à sa propre œuvre, puisque parmi les pirates qui défendent la boussole, on trouve le squelette Jack Skellington, issu de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dans le livre, il croise alors un peuple appelé les Nuageux, qui ont la faculté de contrôler la météo. Cependant, en passant près d'eux, la pêche va détruire un arc-en-ciel qu'ils étaient en train de repeindre, et cela va déclencher une énorme bataille. En réussissant à s'en sortir tant bien que mal, la pêche arrive enfin à survoler la ville de New York. Nos amis décident alors de découper petit à petit les cordes qui retiennent les mouettes afin de descendre tout doucement vers la ville. Cependant, un avion publicitaire passe juste à côté d'eux, découpant toutes les cordes d'un coup, précipitant la chute de la pêche vers New York. Le film, lui, ne fait pas mention du peuple des nuageux. Cependant, en arrivant près de New York, une énorme masse de nuages prend la forme de la plus grande peur de James, un rhinocéros. Se pourrait-il? Oh non, ça se peut pas! C'est le rhinocéros! Grâce à la confiance en lui qu'il a acquis tout au long du voyage et grâce au soutien de ses nouveaux amis, il va réussir à affronter ce rhinocéros et à le terrasser. Celui-ci va disparaître dans un éclair qui va toucher la pêche, provoquant ainsi la section des cordages dans lesquels étaient réfugiés les insectes à l'apparition du monstre, laissant James l'affronter seul. Les insectes vont s'envoler et la pêche, elle, va chuter dangereusement vers New York. La pêche s'empale sur l'Empire State Building. Dans le livre, les habitants de New York croient qu'il s'agit d'une bombe et paniquent à sa vue. Cependant, lorsqu'ils se rendent compte qu'il s'agit de James, de la pêche et de ses amis, ils les accueillent à bras ouverts, allant jusqu'à organiser une parade pour eux. James, 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 et on sera tous amis pour la vie. Non, mais tu vas la fermer, ta gueule. James est enfin heureux et entouré d'amis. Dans le film, les tantes de James réapparaissent après que James ait rencontré les habitants de New York afin de récupérer James et la pêche. Mais grâce à la confiance en lui qu'il a acquis et au soutien de ses amis et des habitants de New York, il va parvenir à leur tenir tête. Que ce soit dans le livre ou dans le film, j'étais ravie de voir que la personnalité et le caractère des personnages ont été bien représentés. James est un petit garçon de 7 ans qui, à cause de tout ce qu'il a vécu, a perdu toute confiance en lui. Il est altruiste et courageux et il parviendra à se défaire de toutes les situations grâce au soutien de ses nouveaux amis. Il n'aspire qu'à avoir une famille et des amis. C'est ainsi qu'il finira par vivre à Central Park, dans le noyau de la pêche qui aura préalablement été dépouillé de sa chair par les habitants de New York. Parmi les insectes, seul le personnage du mille-pattes est relativement différent. En effet, dans le livre, c'est un personnage omnubilé par ses chaussures. Il a 42 pattes et autant de bottines. Le film en fait un personnage humble lui-même, vantard et qui cherche à tout prix à être le centre de l'attention. Les autres insectes, eux, sont cohérents dans leur représentation. Le grillon est un personnage raffiné, passionné de violon. L'araignée est tendre et douce. La coccinelle a un côté maternel assez prononcé. Le ver de terre est peureux et défaitiste. Et la luciole est discrète et drôle. Pour finir, parmi les insectes, le grillon, le ver de terre et la luciole auront le même destin dans le livre et dans le film. Le grillon sera violoniste d'orchestre, le ver de terre
sera égérie d'une crème pour femmes. Et enfin, la luciole sera le flambeau de la Statue de la Liberté afin de faire économiser de l'argent aux New-Yorkais qui les ont accueillis. Cependant, l'araignée, la coccinelle et le mille-pattes ont un destin totalement différent du livre et du film. Dans le livre, l'araignée était destinée à tisser des fils pour les funambules avec l'aide du ver à soie. Dans le film, elle sera gérante d'un night-club. La coccinelle, dans le livre, devait se marier avec le chef des pompiers. Et dans le film, elle deviendra sage-femme. Et enfin le mille-pattes, qui était destiné à devenir PDG d'une entreprise de fabrication de chaussures dans le livre, deviendra star de Broadway dans le film. En conclusion, je ne sais pas si je parviendrai à rester objectif sur ce livre, et surtout sur cet auteur. Grâce à lui, j'ai vécu mes plus beaux, mes plus tragiques et mes plus effrayants moments de lecture dans mon enfance. L'adaptation d'Henry Selick rend vraiment bien l'univers particulier de ce virtuose de l'écriture. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Même si les chansons finiront immanquablement par vous rester dans la tête. Appelle-moi James, James, James. Ok, c'est bon. Je vais me le faire. Ça y est, je vais me le faire. Bref. Tout ça pour dire que l'univers de Roald Dahl est immense et que chacune de ses œuvres est une pure merveille qui, encore aujourd'hui, continue de faire rêver ou cauchemarder de nombreux enfants. Il est difficile de s'approprier un travail aussi important et ce film réussit à le faire avec brio. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette analyse et je vous dis à bientôt en salle pour de nouveaux moments de lecture. Il était une fois une vipère et une truie dans une vieille baraque près de la mer. Le petit garçon qui vivait là travaillait jour et nuit. Ce paradis pour lui c'est